Nicolas Perrier, vous êtes responsable de la stratégie de l'impact au sein de la Caisse d'épargne Côte d'Azur, donc CECAZ. Merci d'être avec nous encore ce matin. La Société du Canal de Provence a été créée en 1957. L'objectif était de construire un ouvrage qui récupère l'eau et qui vienne l'amener sur toute la région provençale, à la fois à certaines communes, mais aussi à des industriels qui ont besoin d'eau dans leur process et évidemment à l'agriculture. Nous avons accompagné la Société du Canal de Provence avec un crédit moyen-long terme pour financer une part de ces investissements nécessaires à l'extension du canal. On a une relation vraiment de proximité, on a vraiment des échanges réguliers avec les différentes équipes du Canal de Provence. Aujourd'hui, nous investissons en partenariat avec la région Sud pour étendre les réseaux de la concession du Canal de Provence afin de répondre aux besoins des territoires impactés par le changement climatique. Il s'agit d'une mission d'intérêt général indispensable au développement des territoires. Nous sommes fiers d'accompagner la Société Canal de Provence dans son projet d'extension du canal et de ses réseaux dans le Var, qui est pour nous, Caisse d'épargne Côte d'Azur, un enjeu majeur. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Je vais vous poser quelques questions, notamment sur le modèle coopératif de gouvernance de la Caisse d'épargne Côte d'Azur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le modèle coopératif et ainsi que le rôle des sociétaires? Parce que c'est ce qui m'a le plus marqué quand on a participé à une des réunions avec les sociétaires. Je ne savais pas en fait que c'était ce système que vous allez nous expliquer. Et je me suis dit que c'était quand même très utile de l'expliquer à tout le monde, parce qu'on n'est pas tous au courant que ça fonctionne ainsi avec la Caisse d'épargne. Parfait. Merci. Avec plaisir. Donc en effet, le modèle coopératif, il induit une chose, c'est que nos fonds propres sont détenus par nos clients, des clients qui ont la possibilité de souscrire des parts sociales, et donc ces parts sociales, c'est en effet constituent les fonds propres de la Caisse. Et en même temps, ce qui fait un peu des copropriétaires de la Caisse, et en même temps qu'ils fassent des copropriétaires de la Caisse, ça leur donne également des droits. La Caisse, elle est aujourd'hui, en gros, on a 4 sociétés locales d'épargne, où nos fonds propres qui détiennent la Caisse d'épargne Côte d'Azur, et où en effet tous les sociétaires ont la possibilité de voter à l'Assemblée générale, donc sur toutes les questions fondamentales qui vont concerner la gestion de la Caisse. On n'est pas dans une logique de co-gestion, on est vraiment dans une logique d'accompagnement des exécutifs, de validation des décisions les plus fondamentales. Donc dans les AG, il y a possibilité en effet de voter les éléments les plus importants, le budget, le rapport au risque. Et puis la possibilité tout simplement de devenir aussi administrateur de ces SLE. Et sachant qu'après il y a un système de grands électeurs où au sein des SLE, des administrateurs vont voter pour les administrateurs du COS, le Conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse, qui a ce mandat-là de valider le budget de la Caisse en fin d'année, qui a ce mandat-là de nommer les exécutifs de la Caisse. Il y a une caisse d'épargne un peu plus au nord que nous, qui en effet, la présidente du conseil d'orientation a décidé de changer de président de directoire parce qu'elle estimait que ça ne convenait pas. Donc voilà, donc il y a ce rôle, il y a ce rôle dans la gouvernance de la Caisse. Un petit deux points additionnels que j'aimerais rajouter. Il y a également donc ce rôle dans la gouvernance de la Caisse et le rôle dans le côté philanthropique et mécénal. C'est le conseil d'orientation sur son émanation qu'on appelle le comité RSE, qui fixe le budget dédié à la partie philanthropique et mécénale et qui va voter après les subventions qui vont être données aux associations, puisqu'on est sur la thématique de l'eau. Il y a notamment cette année une très belle association Blue Gorgone à Nice sur le nettoyage des fonds marins, des plages, et en effet on a eu le plaisir de participer cette année. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième, au-delà de la partie philanthropique et mécénale, parce que je veux bien que vous compreniez sur la partie modèle coopératif, le Crédit Mutuel l'explique très bien, quand il dit on n'a pas d'actionnaire, on n'a pas d'actionnaire. En effet, nous, quand le résultat tombe en fin d'année, on ne rémunère pas d'actionnaires, on ne rémunère pas de dividendes, on rémunère des parts sociales avec un taux qui est réglementé et encadré. Et ce qui veut dire qu'une fois qu'on a rémunéré nos porteurs de parts sociales, tout le reste du résultat, on le met en réserve. Et on le met en réserve pourquoi ? La réglementation bancaire nous oblige chaque fois qu'on fait un prêt d'avoir des fonds propres. Et donc cette mise en réserve, elle nous permet justement de faire des crédits des années d'après. Et cette mise en réserve, elle nous permet d'accompagner le territoire sur les années suivantes. Donc voilà, c'est ça le modèle coopératif, c'est ça qui nous distingue des modèles non coopératifs, ce rôle dans la gouvernance, ce rôle dans la politique philanthropique et mécénale, et nous permettre de mettre tous nos résultats au service du territoire et de son développement.
C'est super. Est-ce que ça a un rapport un peu avec la NEF ou la banque coopérative, ou ça reste encore un peu différent? Alors, la banque coopérative, ils sont dans le même groupe que nous, donc ce sont des cousins. Ce qui nous distingue de la banque coopérative, c'est... la banque coopérative ou le Crédit Coop. Voilà. Et donc le Crédit Coop sont des cousins, et en effet, eux, ils vont avoir ce qui va nous distinguer, c'est peut-être le caractère territorial. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend le Crédit Coopératif, ils sont uniquement dédiés au monde de l'ESS. Nous, on va avoir quelque chose de plus large. Par contre, dans son mode de fonctionnement sur le modèle coopératif, on va avoir des liens. En revanche, c'est vrai que la NEF, elle est spécialisée sur ces questions uniquement beaucoup autour de l'ESS. Nous, on va avoir un rayonnement plus large, on va être multimarché, comme vous l'avez évoqué. Et puis après, ils vont avoir différents dans leur rapport à la territorialité. Voilà. Je pense que le modèle coopératif nous caractérise grandement dans notre mode de fonctionnement. Par contre, ce qui nous singularise par rapport à d'autres modèles coopératifs, comme d'autres, beaucoup de mutuelles, d'assureurs, c'est le caractère régional. Et vous le disiez dans votre présentation. Complètement. Très bien, merci. Alors, pour vous, les actions concrètes que vous menez pour favoriser justement l'accès aux services bancaires par les acteurs de la transition écologique et sociale, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment vous facilitez justement ces personnes qui travaillent dans la transition en termes de prêts, en termes de... notamment justement les associations, les entreprises ou autres statuts juridiques? Chaque fois qu'on est invité sur des questions en lien avec la question environnementale, la question sociale, il y a toujours une forme de suspicion quand c'est une banque qui parle. On est souvent obligé de se justifier, et il y a certains écarts qui expliquent cela. Si on prend la question globale de la partie transition écologique notamment, et je reviendrai sur la partie sociale après, quand on voit les montants qui sont aujourd'hui avancés pour financer cette transition environnementale, la Commission européenne parle de 180 milliards d'euros par an pour financer cette transition, l'Agence internationale de l'énergie 3 500 milliards, l'OCDE 6 500 milliards d'ici 2030, bref, que des chiffres qui sont vertigineux, et on se rend bien compte que les seuls deniers publics ne suffiront pas. Et que donc du coup, pour financer cette transition, il faut flécher au maximum l'épargne privée vers ces enjeux de la transition. Et l'épargne privée, elle est dans nos livres, à nous, banques et assureurs. Donc voilà, donc comment nous on s'y prend pour flécher cette épargne. Je vais vous donner, les films étaient trop passionnants et l'intervention des alchimistes trop passionnant également pour que je vous inflige une heure de compta bancaire, mais très schématiquement, le bilan d'une banque, il n'y a rien de plus simple. On a à l'actif les prêts qu'on fait auprès de nos clients, et au passif les ressources qui nous permettent de le faire, donc les fonds propres dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis après, il nous faut aller chercher des liquidités pour participer de ces financements. Deux exemples sur comment on essaye de nous agir. On a les dépôts de nos clients, donc on essaie de faire des supports dédiés pour permettre à nos clients qui ont envie d'investir en transition environnementale de pouvoir mettre cette épargne sur ces supports-là, en étant certain que cette épargne-là, elle soit fléchée vers ces financements. Donc on a deux produits symptomatiques et assez emblématiques, le compte sur livret vert pour nos clients particuliers et le DAT Green pour les clients corporate. En ces cas, on parle à peu près de 7 à 800 millions d'euros sur ces supports-là. Et puis après, vous avez un second support, un autre passif, donc on a l'épargne de nos clients, et puis on a également une épargne de marché qu'on va chercher sur les marchés. Et là, depuis une dizaine d'années, l'industrie, pour aller chercher auprès des institutionnels de la collecte pour permettre de financer cette transition environnementale, émet ce qu'on appelle des green bonds ou des social bonds. C'est-à-dire qu'on émet une dette et on s'engage à cette dette à ce qu'elle soit fléchée. Et elle permet d'aller chercher une dette un petit peu moins chère. Quand on fait une émission par rapport à une émission non green, quand on fait une émission green aujourd'hui, on va aller chercher un coût de la ressource entre 7 et 8 centimes moins cher que le prix normal. Et voilà, pour vous donner des ordres de grandeur, à l'échelle du groupe, c'est à peu près 12 à 13 milliards sur les 5-6 dernières années, 4 milliards l'an dernier. Donc c'est green bonds et c'est social bonds. Et l'idée, c'est que du coup, aller chercher un peu de liquidité au meilleur prix pour permettre de faire les financements qui vont avec. On l'a vu, la Société du Canal de Provence, beaucoup de rénovation énergétique, des projets importants, la mobilité douce, on a financé tout le réseau de bus électriques de la ville de Nice.
Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher cette liquidité pour pouvoir flécher l'épargne vers ces enjeux-là et être capable de prendre notre part sur le financement de la transition environnementale. Merci. Justement, en parlant du canal, est-ce que vous considérez que c'est un des plus grands défis pour la région pour 2030? Parce que vous avez fait beaucoup de rénovations. Est-ce que vous en prévoyez d'autres, justement, pour ce canal? Alors, clairement, sur la partie, la SCP a continué d'avoir des projets importants. On va continuer de l'accompagner. On sait que la question de l'eau est très importante. On a le plaisir d'être membre de très proche de l'UPACA sur les réseaux des ports propres, et on sait tout ce qu'ils font pour faire en sorte que les ports de la Côte d'Azur continuent d'être incitatifs, toutes les questions d'électrification des ports, de traitement des eaux. Enfin voilà, donc clairement, la question de l'eau était évoquée et c'est important. Je pense qu'on a également beaucoup la question de l'immobilier sur les prochaines années, d'ici 2030, avec un double enjeu. On évoquait l'enjeu social. Clairement, on est un territoire très attractif, avec un foncier rare. On sait ce que ça induit sur le prix de l'immobilier dans nos deux départements, le Var et les Alpes-Maritimes. Et puis, il y a une dimension, en effet, énergétique très importante. Le bâtiment, c'est entre le deuxième et le troisième plus gros émetteur d'émissions carbone et sur la facture énergétique. Et donc clairement, d'ici 2030, oui, clairement, on a des enjeux. On essaie, nous, de travailler sur plusieurs éléments. Deux, trois illustrations. Par exemple, si on prend le bâti, aujourd'hui, vous savez que toutes les copropriétés sont obligées de faire un DPE. Beaucoup d'améliorations des étiquettes énergétiques des logements individuels dépendront des travaux des copropriétés. Donc on est en train de finaliser une offre qui nous permettra de financer les copropriétaires, et que la copropriété pourra proposer aux copropriétaires, parce qu'il y aura de plus en plus d'investissements en la matière, pour être au meilleur standard sur la rénovation énergétique. Bon, on travaille là-dessus, on travaille sur essayer d'être plus aidant sur les primo-accédants et essayer de les aider au maximum. Oui. On travaille également sur une foncière pour nos salariés, également sur les salariés qui ont du mal à se loger, et on essaie de le faire avec certaines grandes entreprises du territoire. Voilà, on espère pouvoir aboutir d'ici la fin de notre plan stratégique. Donc clairement, je pense que sur l'immobilier, il y a beaucoup à faire. Et donc, on y a à faire en tant que banque. Et puis, il faut que nous aussi, on soit au meilleur standard. Donc, on refait nos 2 sièges. Enfin, le nouveau site de Toulon sera au meilleur standard énergétique et il sort de terre dans les 2 mois. Et sur le siège de l'Arenas, où on a 1300, enfin, on a près de 600 collaborateurs pendant les mois. Pareil, on refait tout et on le met au meilleur standard en BREEAM Very Good pour qu'on soit au meilleur standard sur ces sujets-là. On parlait justement de la rénovation du côté de Nice Ouest, si c'est bien ça, et justement des bâtiments en fait qui sont climatisés mais de façon naturelle. Oui, tout à fait. C'est vrai que on a le plaisir, nous, je vous le disais, on est une banque territoriale avec. Ça permet, voilà, nous, on a 1500 collaborateurs qui vivent ici, qui travaillent ici, nos dirigeants sont depuis ici, c'est ça qui nous distingue des réseaux nationaux, c'est sûr, qui décident depuis ici, et parmi ces partenariats, on est en lien avec la Fondation de l'Université Nice Côte d'Azur, avec l'IMRED, et en effet, sur tout le Nice-Ouest, il y a tous des réseaux en cours sur la partie chaleur partagée, et voilà, et donc... vu qu'on a eu le plaisir de le voir assez tôt, ce qui est en train d'être fait sur l'IMRED, on s'est dit qu'on aimerait pouvoir se mettre nous aussi sur ces réseaux de chaleur partagés. Donc en effet, le site de l'Arenas sera rattaché à ce réseau. Et oui, je pense que symboliquement, c'est important. Si nous l'accompagnons, ce mouvement, il faut que nous-mêmes nous soyons exemplaires en la matière. Exactement. Je vous remercie. Alors, si vous devez résumer en un mot, une image, votre démarche à la Caisse d'épargne Côte d'Azur, ce serait quoi? Quand je n'ai connu que le groupe professionnellement, et quand j'ai intégré le groupe, donc d'abord à l'inspection, on a les représentants de la Fondation des Caisses d'épargne Côte d'Azur, qui étaient venus avec l'image du baron La Rochefoucauld, qui était venu, ils sont un peu les gardiens du temple, rappeler l'ADN de la Caisse. Très rapidement, en fait, la Caisse d'épargne, elle est née parce qu'au début du 19e, il n'y avait que les grands remettants qui pouvaient mettre leur épargne auprès des grandes banques privées. Les petits épargnants n'avaient pas de support. Et donc, la Caisse d'épargne, elle est née comme ça. Le statut d'entreprise privée à utilité publique a été créé pour les caisses d'épargne au milieu du 19e. Et quand les caisses d'épargne ont eu le droit de faire des prêts, c'était pour les jardins ouvriers, pour les logements sociaux.
Et voilà, et donc du coup, ça c'est l'ADN des caisses. On nous projette l'image du baron La Rochefoucauld. Bien sûr, depuis 2 siècles, la caisse d'épargne a évolué, mais j'espère que, par notre modèle coopératif, par notre présence territoriale, j'espère qu'en effet, on reste à peu près fidèle à cette image. Je pense que oui. Vous l'avez bien expliqué là quand même. Bon, je vous remercie.